Laisse ton cœur te guider. Il murmure. Alors écoute-le attentivement. Les âmes courageuses sont rares. Pour elles seules, la pierre se réveille. Ah, mon petit. Tu es en train de faire une bêtise. Crois-moi, c'est la première fois que je fais le bon choix. Il est des noms qu'on oublie un peu trop vite. Des noms sans château enchanté, sans oreilles de souris, sans merchandising étouffant. Et pourtant, sans eux, vos souvenirs d'enfance auraient un goût bien plus fade. Quand on parle d'animation américaine, un nom s'impose hégémonique. Disney. Mais dans l'ombre des oreilles rondes, un homme a tenté autre chose. Une vision plus sombre, plus audacieuse, et disons-le franchement, plus humaine. C'est pas une success story, c'est une croisade. C'est l'histoire d'un homme qui a voulu rendre à l'animation ce qu'on lui a volé. Sa gravité, sa poésie, sa peur et sa beauté. Et c'est surtout l'histoire d'un conflit. Un conflit entre deux visions de l'enfance. Celle qui pense qu'il faut protéger et celle qui croit qu'il faut dire la vérité, même si elle fait mal. Voici donc le combat d'un artiste contre une industrie, d'un rêveur contre les machines, d'un conteur contre l'oubli. Installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter l'histoire de l'homme qui a refusé que l'animation soit un simple babysitter coloré. Don Bluth naît en 1937 au Texas. Famille mormone, enfance rigide, vie à la ferme. Le combo parfait pour tuer toute créativité. Là où certains voient des barrières, lui voit des lignes à dessiner. Et très tôt, il gribouille, surtout, tout le temps. Inspiré par les cartoons des années 30 et 40, il développe un goût pour les formes douces, les mouvements fluides et les couleurs profondes. À 7 ans, c'est le coup de foudre. Blanche-Neige débarque sur les écrans. Couleurs, sons, personnages. Le gamin du Texas comprend que le dessin peut faire pleurer, et il en veut plus. C'était comme si une fenêtre s'ouvrait sur un autre monde. Tout ce que je savais à propos de la réalité a changé ce jour-là. À partir de là, il dissèque les dessins animés. Il copie, il analyse, il invente. Il fabrique ses premiers flipbooks. La foi mormone n'a qu'à bien se tenir. Le seul évangile qu'il suivra désormais, c'est celui du mouvement. À les 50, Bluth entre chez Disney comme intervalliste, un poste discret mais essentiel. Il anime les mouvements entre les pauses clés. En gros, il fait danser les princesses sans jamais tenir la baguette. When was your first aha moment? Oh, aha moment. Yes. I've had a lot of those, but I would think the first one was way back when I went to work at Walt Disney Studio for the first time. And I was in a big bullpen where a lot of other artists there were all in-betweening, and we were in-betweening things on old pictures that had already been done, so we were just practicing. Well, I did a drawing that was actually going to be in Sleeping Beauty, and I took it down to the animator, and he looked at it and he says, "Okay, this drawing's in." And I said, "You mean in the picture?" And he says, "Yes, your drawing's going into a Disney picture." Wow. I went, "Whoa." Well, that was the aha. Wow. Mais Don veut plus. Il part, il étudie, et il revient. Et dans les années 70, il retrouve un studio en pleine crise d'identité. Walt est mort depuis 1966, et Disney ressemble désormais à une coquille vide. Les Aristochats, Robin des Bois, Bernard et Bianca, charmants certes, mais pour Bluth, c'est du réchauffé. De l'animation recyclée, littéralement, les mêmes mouvements, les mêmes formules, les mêmes risques, absents. Il se sent trahi. Le studio de ses rêves est devenu une chaîne de production où la magie s'est fait licencier pour cause de rentabilité. Alors la nuit, il s'organise. Dans son garage, avec quelques animateurs tout aussi frustrés que lui, il crée Banjo, The Woodpile Cat. Budget minuscule, ambition énorme. Un court-métrage entièrement fait main, sans rotoscopie, sans compromis. Un film qui vous dit « Regardez ce qu'on peut faire avec du cœur, du temps et des crayons ». Le résultat est bluffant, fluide, sincère, vibrant. Une ode à l'émotion, pas au produit. Et pendant que Disney s'endort sur ses lauriers, Bluth se réveille. 1979, Don Bluth claque la porte de Disney. Et il ne part pas seul. Une poignée d'animateurs, lassés du déclin créatif du studio, le suit dans ce qui deviendra le plus grand exode de talent de toute l'histoire de l'animation. Bluth fonde Don Bluth Productions. Son rêve, tout simplement, ramener l'animation américaine à ses lettres de noblesse, revenir à la richesse, à l'émotion et à la splendeur. Et son premier film sera un pari insensé aux ambitions visuelles folles. Brisby et le secret de Nîmes. Tiré d'un roman jeunesse, le film raconte l'histoire de Madame Brisby, Vous êtes Madame Brisby. une souris veuve qui tente de sauver ses enfants avant que le champ où ils vivent ne soit labouré. Mais très vite le récit plonge dans une mythologie sombre, des expériences scientifiques menées sur des rongeurs, un laboratoire secret, une société cachée, de la magie ancienne. Il y a une inscription. On ne saurait ouvrir une porte sans en posséder la clé. C'est un conte initiatique, mais aussi une fable métaphysique, sur la transmission, sur le courage, sur les expériences humaines menées au nom du progrès scientifique. Visuellement, le film est une révolution.
Les arrière-plans sont peints comme des tableaux gothiques, la lumière y est dramatique, les ombres profondes. Les effets lumineux sont innovants et l'animation est une fluidité presque surnaturelle. Chaque plan respire la peur, l'émerveillement et la solitude. C'est un cauchemar visuel magnifique, comme si un enfant rêvait en peinture à l'huile. Mais surtout, Don Bluth prend un pari. Il croit que les enfants peuvent supporter la peur, mieux qu'ils en ont besoin. Pas une peur gratuite, mais une peur cathartique. Une peur qui confronte à l'inconnu pour mieux l'apprivoiser. Et cette vision entre violemment en collision avec celle de Disney, qui, à cette époque, privilégie les récits édulcorés, plus simples et plus consensuels. Brisby, c'est donc un message, un cri du cœur. Bluth n'est pas là pour vendre des peluches. Il est là pour rappeler que l'animation peut être poétique, terrifiante et profondément humaine. Et surtout, il montre que l'on peut parler aux enfants sans leur mentir. MGM, le distributeur, hésite. Trop effrayant pour les enfants, dit-on. Mais Bluth s'y refuse. Il ne prendra jamais les enfants pour des imbéciles. Il croit en leur capacité à affronter les émotions dures, à comprendre les histoires profondes. De plus, la musique est signée Jerry Goldsmith, le compositeur légendaire de Alien, Star Trek et la planète des singes. Touché par la beauté du projet, il accepte de travailler à tarif réduit. Mais malgré l'accueil critique, le film est un échec commercial. La concurrence écrase le film. Bluth est ruiné, mais dans l'ombre, quelqu'un a vu le film. Il s'appelle Steven Spielberg. Ce dernier est bluffé, il veut rencontrer Don Bluth. Son idée, créer un film d'animation aussi puissant qu'un classique Disney. Et pour cela, il a besoin d'un artiste, d'un visionnaire, d'un Bluth quoi. Ensemble, ils imaginent Fievel et le Nouveau Monde, qui sortira en 1986. Une œuvre qui a appartenu à la famille depuis 3 générations. Elle a appartenu à moi, à mon père et au père de mon père. Et maintenant, elle t'appartient à toi. Joyeux Hanouka, Fievel. C'est un film qui semble, en surface, plus lumineux que Brisby, mais c'est qu'une illusion, car derrière les chansons entraînantes et le personnage mignon, Fievel est une tragédie déguisée en conte. Inspiré de l'héritage familial juif de Spielberg, le film raconte l'histoire de Fievel, une petite souris russe, contrainte de fuir les pogroms des chats. En chemin vers l'Amérique, Fievel est séparé de sa famille. Un petit immigrante. Maintenant, ils arrivent en bouteille. Et où sont ton papa et ta maman, hein? Je sais pas, ils étaient sur le bateau qui va en Amérique. Ah, on peut dire que tu as de la chance, my little immigrante. C'est ici, l'Amérique. Quoi, ça, l'Amérique? Mais je croyais que c'était beaucoup plus grand. C'est beaucoup plus grand. Tout ce qui est devant toi, c'est aussi l'Amérique. Wow. Nous sommes sur une petite île à l'entrée du port où moi, Henri le pigeon, je construis my statue of Liberty. Seul à New York, il découvre que le rêve américain n'est qu'un mirage. Le film parle d'exil, de misère et d'espoir déçu. Et ça fonctionne. Visuellement, Don Bluth continue de refuser les compromis. Les rues sont sales, sombres et immenses. Les décors inspirent la peur et le vertige. Mais comme dans Brisby, tout est vivant. Les plans regorgent de mouvements, de détails et de couleurs changeantes. Le film est moins gothique mais plus réaliste dans son traitement émotionnel. Succès colossal. Il écrase même Disney et son Basile détective privé au box-office. Pendant un temps, Fievel devient le film d'animation non Disney le plus rentable de tous les temps. Et Spielberg pousse plus loin. Il aide Bluth à transférer son studio en Irlande, où il construit le plus grand complexe d'animation d'Europe. En 1988, il récidive avec un chef-d'œuvre, Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles. Coproduit par Spielberg et Lucas, le film est conçu comme un Bambi avec des dinosaures. Petit Pied, un jeune apatosaure, perd sa mère dans un tremblement de terre. En ces temps où les continents s'entrechoquaient, un tremblement violent fit éclater la terre. Les troupeaux étaient disloqués, les familles divisées. Petit Pied et ses grands-parents furent séparés. Seul, il part chercher la légendaire Grande Vallée. Sur sa route, il rencontre d'autres enfants dinosaures, Serra, Ducky, Petri et Spike. Ensemble, ils grandissent. Ensemble, ils survivent. Le cœur du film, c'est la mort de la figure maternelle. Une scène brutale, déchirante, aussi marquante que celle de Bambi ou le Roi Lion. Maman! Maman? S'il te plaît, lève-toi! Je ne sais pas si je vais y arriver. Si, tu peux! Lève-toi!
chéri, mon tout petit pied, est-ce que tu te souviens du chemin de la grande vallée? Je crois, oui. Mais pourquoi? J'ai pas besoin de le savoir, tu seras avec moi. Je serai avec toi, même si tu ne me vois pas. Pourquoi tu dis même si je te vois pas? Je peux toujours te voir. Tu sais, laisse ton cœur te guider. Il murmure. Alors écoute-le attentivement. Maman? Maman? Bluth refuse d'édulcorer. Spielberg l'encourage. Les enfants peuvent faire face aux grandes émotions, à condition qu'on leur montre qu'il y a de l'espoir. Et de l'espoir, il y en a. Mais jamais forcé, jamais kitsch. La lumière vient après l'ombre. Visuellement, c'est une splendeur. Des paysages préhistoriques peints à la main, une lumière mouvante et un monde immense, dangereux. Don Bluth utilise un style expressif, presque naturaliste, influencé par les premiers courts-métrages de Disney. Et la musique de James Horner magnifie tout. Un thème à la fois majestueux et mélancolique. À sa sortie, c'est un triomphe. 80 millions de dollars de recettes pour 12 millions de budget. C'est le sommet de Bluth. Mais quelque chose se fissure. Spielberg veut industrialiser le processus, faire un Disney bis. Bluth, lui, veut continuer à expérimenter. Leurs chemins se séparent. Bluth enchaîne alors les films avec plus ou moins de succès. Charlie mon héros, Rocco, Pousselina, le lutin magique. Certains touchent les cœurs, d'autres s'égarent. En 1994, Fox Animation Studio est créé pour concurrencer Disney. Et c'est en 1997 que Don Bluth signe son dernier grand chef-d'œuvre, le plus abouti techniquement. Anastasia. La flamme de mes souvenirs. Un budget colossal, 50 millions de dollars, une ambition démesurée. Bluth dira plus tard que c'était le seul film pour lequel on a vraiment eu les moyens de faire comme Disney. Et il avait un objectif en tête, battre Disney sur son propre terrain. On y suit Anya, une orpheline amnésique qui pourrait être la dernière héritière Romanov. Fuyant Rasputin, traversant l'Europe, elle tente de retrouver son passé. Contrairement aux princesses Disney de l'époque, Anastasia est drôle, vive, cynique, une héroïne moderne, forte et attachante. L'animation est somptueuse, les chansons entraînantes, et le public s'y trompe. Pendant des années, beaucoup croient que c'est un Disney. Une ironie amère pour Bluth. Anastasia, c'est son chant du cygne, sa dernière grande victoire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2000, Bluth tente un dernier coup de poker, Titan AI, un space opéra mêlant 2D traditionnels et images de synthèse. C'est ambitieux, trop ambitieux. Le public ne suit pas, le film est un désastre commercial. Fox Animation ferme ses portes, et Don Bluth quitte le cinéma. Fin de partie? Pas tout à fait. Car à l'ère des VHS, des forums, puis des chaînes YouTube, une nouvelle génération découvre ces films, les revoit, les analyse et comprend ce que Bluth essayait de faire, ce qu'il a tenté, seul, face à un empire. Il voulait que l'animation soit un art adulte, émotionnel, complexe, universel. Des studios comme Laika et même Pixar doivent à Bluth leur audace et leur confiance dans le pouvoir narratif de l'image animée. Son style mêlant réalisme des mouvements et richesse des décors a influencé les générations d'animateurs. Aujourd'hui, Bluth enseigne, il écrit, il transmet. Il sait qu'il n'a pas gagné, mais il a ouvert une brèche. Tous les personnages de Bluth sont des êtres à la marge, des orphelins, des solitaires, des âmes perdues dans un monde immense, mais jamais désespérés. Ces films parlent de peur, de chagrin et de mort, mais aussi d'espoir, de courage et de lien. Son style, gothique, coloré, profondément expressif. Il y a des scènes qu'on n'oublie jamais, le cauchemar dans Charlie. Les yeux hypnotiques du hibou dans Brisby. La mère de Petit Pied. Des traumatismes, oui, mais aussi des révélations. Parce que Bluth croyait en une chose, les enfants
peuvent tout affronter si on les guide. Don Bluth n'a pas gagné la guerre contre Disney, mais il a mené la plus belle des batailles. Et grâce à lui, on sait que derrière chaque grand empire de divertissement, il y a des passionnés prêts à se battre pour que les rêves continuent à prendre vie, image par image.